BFM Business partenaire. Les entreprises de taille intermédiaire incarnent le dynamisme et l'économie française. Fortement implantées dans les territoires, elles vitalisent les régions et exportent leur savoir-faire. Les ETI innovent, recrutent et investissent. Ce soir, en direct des studios du campus Altis, BFM Business récompense les entreprises de taille intermédiaire les plus performantes. Les grands prix BFM Business des ETI, avec Raphaël Duchemin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver en direct. Bienvenue sur BFM Business pour cette toute nouvelle édition des Grands Prix des ETI. Vous le savez, c'est une histoire qui s'inscrit dans la durée entre les entreprises de taille intermédiaire et notre chaîne. Le temps, le long terme, voilà une notion qui finalement correspond assez bien aux plus de 5400 ETI qui maillent aujourd'hui notre territoire. De grands noms qui restent souvent, peut-être un peu trop souvent, même discrets, et qui pourtant font travailler, s'il vous plaît, plus de 25% des salariés de notre pays. Derrière l'acronyme se cache aussi un chiffre d'affaires qui compte, 1 000 milliards d'euros, ce n'est pas rien, et une notoriété qui a bien souvent dépassé, vous allez le voir avec nous ce soir, nos frontières hexagonales. Alors oui, c'est vrai, on entend souvent et beaucoup parler des startups, on entend aussi parler des PME, elles sont importantes, mais les ETI restent aujourd'hui encore un maillon capital de la chaîne et doivent être aussi le socle d'une économie solide qui est appelée aujourd'hui à se transformer. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir le palmarès de notre édition 2022. Et pour remettre ce tout premier prix, je vais demander à Didier Moatet, directeur général de Banque Palatine, de bien vouloir nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir Didier, on est ravis de vous avoir avec nous sur le plateau de BFM Business. Je parlais d'une histoire qui dure pour ces grands prix. C'est aussi le cas avec Banque Palatine, la banque des ETI. C'est clairement un engagement qui fait sens pour vous. Absolument, beaucoup de plaisir à vous retrouver ce soir pour ce trophée, cette soirée, cette parenthèse que nous offrons chaque année depuis effectivement quelques années à ces belles ETI. Et d'ailleurs, beaucoup plus qu'une parenthèse, c'est un vrai rendez-vous, c'est très important pour nous chaque année que de les retrouver. C'est à la fois un hommage que nous leur rendons et un coup de projecteur. Vous l'avez dit très justement d'ailleurs, coup de projecteur, parce que toutes ces entreprises ne sont pas forcément connues du grand public. Et puis hommage parce qu'elles sont exemplaires. Exemplaires dans leur parcours, dans leurs initiatives, dans leur capacité d'adaptation. Ces ETI sont un exemple. Elles sont un exemple pour les citoyens que nous sommes, les banquiers que nous sommes, bien sûr, tous les collaborateurs de la Palatine, pour les chefs d'entreprise aussi actuels, et puis ceux qui aspirent à le devenir. Elles sont un exemple parce qu'elles nous montrent que c'est possible. C'est possible de réussir. Vous avez choisi de remettre ce soir, et ce n'est pas complètement un hasard, le prix de l'actionnariat familial. Parce que, il faut bien le dire, et le public ici présent pourrait en témoigner, ETI, ça rime souvent avec entreprise qui se transmet, qui reste dans le giron tout en changeant de génération. Ça aussi, c'est un marqueur fort de ce que sont les ETI de notre pays ? Oui, alors c'est la première caractéristique. On va essayer d'éviter de généraliser à outrance, mais c'est le premier marqueur fort. C'est presque un pléonasme que de dire ETI familiale. Rappelons que 70% de nos ETI sont familiales. Avec cette double responsabilité, ce marqueur fort du développement et de la transmission. Alors vous me direz, tous les dirigeants qui se respectent ont cette double responsabilité de récupérer un actif, de créer de la valeur et de le transmettre. Mais c'est évidemment un marqueur encore plus fort pour nos ETI familiales. Rappelons un chiffre, un autre, une ETI sur deux sera transmise dans les 10 prochaines années. Et on retrouve également d'autres marqueurs auxquels nous sommes très attachés quand on rencontre ces affaires familiales. Elles sont évidemment très attachées à leur métier, à leur entreprise, à leur savoir-faire, très attachées à leurs équipes, à leur collectif, attachées à leurs clients aussi, souvent de génération en génération. Donc des entreprises extrêmement attachantes. Et puis, peut-être un dernier élément,
parce que c'est aussi un marqueur fort des ETI en général et familiales en particulier, un ancrage local fort. Évidemment. Et donc un attachement au territoire. Rappelons là aussi que plus de 3/4 de nos ETI sont implantés dans des communes rurales ou moyennes. C'est ça aussi la présence et ce que les ETI représentent en relais de croissance en France. Et on a fait un rapide tour d'horizon tout à l'heure dans le public qui est ici présent. On a effectivement toutes les régions quasiment qui sont représentées. Donc bravo pour arriver à conserver ces ETI dans le territoire et dans l'ancrage où la plupart du temps elles sont nées. Alors dites-moi, il y avait des finalistes évidemment dans cette catégorie actionnariat familial. Quel est le gagnant? Je crois que vous avez une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe. Je vous laisse décacheter évidemment. Suspense. Et donc je dis le nom. Je vous en prie. Je déclare Fermob gagnant de la catégorie prix actionnariat. Et je vais appeler Baptiste Rébier, directeur général du groupe Fermob, à nous rejoindre. Venez nous rejoindre, avancez-vous. Bonsoir. Pendant que je vous laisse découvrir, ceux qui nous écoutent, mais aussi ceux qui nous regardent, ce qu'est Fermob aujourd'hui. Avec ses incontournables chaises bistrot ou Luxembourg, Fermob est devenue la marque de référence du mobilier d'extérieur. Les clés du succès, un design innovant, aux coloris acidulés et finition impeccable, qui séduit professionnels et particuliers du monde entier. Son chiffre d'affaires, pour moitié réalisé à l'export, est passé de 1 à 120 millions d'euros depuis la reprise de l'entreprise par Bernard Rébier en 1989. Alliant savoir-faire artisanal et outils industriels, Fermob produit chaque année 650 000 pièces en acier dans ses usines de la région lyonnaise. Le groupe revendique une démarche éco-responsable, attentive au bien-être de ses 270 collaborateurs. L'entreprise centenaire, aujourd'hui copilotée par Bernard Rébier et son fils Baptiste, est devenue le champion de l'art de vivre en plein air, tout en restant une entreprise familiale. Applaudissements pour vous, Baptiste Rébier, bonsoir. Merci, bonsoir. Et pour Fermob, on a vu effectivement la photo avec votre père. On parlait tout à l'heure de cette notion de transmission, l'importance du travail en famille. Et pourtant l'histoire de Fermob, elle commence sans Baptiste et Bernard. C'est une longue histoire que celle de Fermob. Oui, tout à fait. C'est une entreprise dont l'existence remonte à la fin du 19e siècle, à l'époque à un stade très artisanal, avec un travail du métal pour fabriquer du mobilier, pour fabriquer aussi de l'outillage agricole, des entreprises comme il en existe pratiquement dans tous les villages à l'époque. Et puis, ça se développe tranquillement, le fils de l'artisan prend la suite de son père, etc. Et à un moment, on en a un qui fait une école d'ingénieur, les arts et métiers à Cluny, qui commence à passer l'entreprise à un stade un petit peu plus industriel. Et puis, ça se développe tranquillement de cette manière, avec à un moment une période difficile, puisqu'à un moment, vous savez, dans le mobilier de jardin, il y a eu une grande vague de mobilier en plastique pas cher que tout le monde achetait dans son supermarché. Et là, ça a été une période compliquée, mais mon père a vu le potentiel de l'entreprise. En 1989, En 1989, il y a un petit peu plus de 30 ans. Et il a eu des coups de cœur produits. Il s'est dit, il y a quelque chose à faire, on peut réveiller cette belle endormie. Et voilà, c'est pour ça que l'histoire, effectivement, elle n'a pas démarré avec nous, et c'est important parce que cette histoire, on la retrouve aussi dans les produits qui véhiculent quelque chose. Ce n'est pas seulement des produits, c'est des produits qui évoquent un art de vivre du 19e, du début du 20e. Donc c'était vraiment ça l'idée, la volonté de concourir dans cette catégorie-là, de montrer qu'on peut continuer à écrire finalement une histoire pour un fleuron tricolore comme Fermob. Alors c'était ça, mais pour être honnête, pas seulement. C'est-à-dire qu'on est très fiers aussi de se revendiquer en tant qu'entreprise familiale, non seulement par le passé de l'entreprise, mais aussi notre propre passé. On a une histoire d'entrepreneur dans notre famille. Mon arrière-grand-père, mon grand-père était entrepreneur dans l'agroalimentaire. Mon père a travaillé avec eux, et puis à un moment, il a dit « moi, je veux créer mon entreprise ». Et donc, il y a eu aussi notre propre histoire. Et puis moi, ce que j'aime avec les entreprises familiales, c'est qu'il y a vraiment des valeurs très fortes qu'on retrouve, vous avez raison, on le retrouve dans toutes les ETI familiales, ces valeurs-là, mais de vision à long terme, de stabilité, de capacité à agir rapidement, à être agile, et puis d'incarner fortement les valeurs, le territoire aussi. Et donc c'est pour ça aussi qu'on voulait candidater dans cette catégorie.
Aujourd'hui, Fermob, c'est 3 sites, et plus seulement celui historique de Saint-Didier sur Chalaronne, Oui. c'est ça. La suite, elle va s'écrire comment, justement? Alors, peut-être que pour faire le lien avec ce que je viens de dire, la suite, elle va s'écrire avec stabilité, vision long terme. C'est-à-dire qu'on a une stratégie qui existe depuis une trentaine d'années, qui est basée sur 3 piliers et qui fonctionne bien. Comme vous le disiez, on a eu un beau développement depuis 30 ans. Et donc, qui est basé sur, l'international. On a un métier où, c'est un marché, non pas de niche, mais c'est quand même pas un énorme marché. Et donc, pour se développer, il était évident qu'il fallait aller conquérir des marchés à l'export, en Europe, aux États-Unis. L'international. Après, le design, des mobiliers qui étaient très classiques. Et mon père, et puis ensuite les collaborateurs, les designers, on a eu l'intuition d'apporter de la modernité et du design. Et puis de l'innovation. Ça paraît un petit peu bateau de le dire, mais c'est vrai qu'elle est fortement ancrée chez nous. Il y a, je dirais, 25 personnes dont le seul métier, c'est de faire de l'innovation chez nous. Didier Moitet, on voit bien avec l'exemple finalement de Fermob qu'on peut continuer à développer effectivement des fleurons français. Je crois que le gouvernement a fixé un seuil du million d'ETI. 10 000. De 10 000, oui, 10 000. Vous voyez, Déjà. oui, voilà. Dans un contexte géopolitique qui est quand même assez compliqué. Donc, on peut le faire? C'est sûr que l'ambition est belle. On est à 5 500, vous le disiez, passer à 10 000. Alors, c'est une très belle ambition. Elle est tellement belle, cette ambition, que le gouvernement a fait un tout petit peu machine arrière, puisque son ministre des PME a ramené l'ambition à plus 500 à la fin de la mandature. Plus 500, c'est quand même la trajectoire des années 2012-2022. Alors après, je pense qu'on sera tous d'accord ce soir pour considérer qu'il faut maintenir cette ambition des 10 000. Alors peut-être pas à 2030, mais le plus rapidement possible. Mettre l'entreprise France sur ce chemin des 10 000. On ne peut pas regarder ce chiffre-là sans faire le lien avec nos grands pays voisins et regarder notre déficit commercial, notre taux. Une ETI sur 3 est industrielle. On a un taux de 10% sur le PIB. Notre taux de chômage. Donc le chemin du rattrapage est un chemin extrêmement important que portent nos ETI en France. Et donc, et à la Banque Palatine en particulier, nous sommes évidemment là pour accompagner ces entreprises dans cette trajectoire. Donc on y croit. On y croit et je vais vous laisser remettre, si vous le voulez bien, le prix. Ce premier grand prix de l'actionnariat familial à Baptiste Rébier. Je vous en prie, messieurs, avancez-vous. Félicitations. Merci beaucoup. Très heureux de pouvoir vous remettre le prix. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vous laisse regagner le public et nous allons évidemment poursuivre par ici peut-être ou par là. Voilà, je vous laisse regagner le public tranquillement et je vous propose de passer tout de suite à la deuxième catégorie. Et pour remettre ce prix de l'innovation, je vais appeler à mes côtés Coralie Gassama. Bonsoir Coralie. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous. C'est vrai qu'on vous connaît parce que vous êtes une athlète de haut niveau, vous êtes une spécialiste des pistes, notamment du 400 mètres haies. Mais vous êtes aussi, depuis 2021, entrepreneur désormais, la fondatrice de Cayena. Donc vous avez créé votre marque, marque d'innovation, puisque vous avez mis au point des semelles pour protéger les pointes que vous utilisez sur les pistes, justement, sur les pistes d'athlétisme. L'innovation, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors l'innovation pour moi, c'est vraiment écouter le besoin et les attentes, là plus particulièrement des athlètes. Alors on va dire que c'est un petit peu plus simple dans le sens où je suis athlète moi-même et puis voilà, j'avais des besoins, j'avais un besoin particulier qui était d'être plus dans le confort, plus dans la sérénité pendant ma pratique et donc il était important pour moi et pour ma communauté de développer un produit qui allait leur servir au quotidien dans leur pratique, peu importe le niveau, qu'on soit jeune athlète ou même spécialiste élite.
Vous aviez imaginé un jour devenir entrepreneur? Non, pas du tout. Je pense que même en 2020, je ne savais pas exactement ce que cela induisait finalement, parce que c'est un métier où tout est compris, c'est-à-dire qu'on a un peu tous les rôles, on a un peu un couteau suisse. Et donc, ce n'était pas une ambition particulière, mais aujourd'hui, je suis ravie parce que c'est une aventure exceptionnelle, que j'apprends énormément, je grandis énormément. Et voilà, c'est quelque chose dont je suis fière aujourd'hui. On est au milieu d'entrepreneurs, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Aujourd'hui, Cayena n'en est pas là encore. Comment est-ce que vous envisagez justement le développement de votre propre entreprise? Alors, c'est une question assez difficile, mais sur laquelle je travaille depuis un moment, puisque pour pouvoir avancer, faire les bons choix, je fais en sorte de créer une vision pour Cayena, de voir tout le champ des possibles. Et aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une entreprise pérenne qui va continuer peut-être sur ce même produit, mais aussi d'une autre façon, avec d'autres produits, de répondre aux besoins et apporter plus de confort et permettre au sport d'évoluer, parce que c'était ça aussi, c'était participer à mon sport autrement que sur la piste. Et vous êtes basé du côté de Villeurbanne, hein, c'est bien ça? Oui. Mes locaux sont à Villeurbanne et donc je suis dans la région lyonnaise depuis maintenant 8 ans. Alors, je vais vous laisser peut-être ouvrir, mettre fin au suspense, ouvrir l'enveloppe pour nous révéler le nom du lauréat. Donc la société pour le lauréat innovant, c'est Le Borgne. La société Le Borgne. Le Borgne qui remporte donc le trophée de l'innovation. Et c'est Florence Hoc, la directrice générale du groupe, qui va nous rejoindre pendant qu'on découvre évidemment ce qui lui permet de monter ce soir sur la première marche de ce podium. Depuis 1829, Le Borgne conçoit et fabrique en Savoie des outils à main pour le bâtiment, le jardin et le bois. Des outils reconnaissables à leurs manches jaunes en fibre de verre et en perpétuelle évolution. Depuis plus de 30 ans, la marque lance en effet de nouveaux produits tous les ans. En 2010, Le Borgne décide de lutter contre la pénibilité au travail et les maladies professionnelles dans le BTP. Un an plus tard, sa gamme NanoVib, inaugurée avec le premier marteau anti-vibration, révolutionne le marché de l'outillage à main. Parmi les innovations les plus récentes, on peut aussi citer un huileur à banche télescopique qui réduit le risque de se déboîter l'épaule. Grâce à cette stratégie d'innovation et d'excellence, Le Borgne est une belle réussite made in Savoie qui emploie aujourd'hui 70 salariés et affiche 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous avais dit qu'on allait faire le tour de France ce soir grâce à ces ETI. Florence Hoc, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur le plateau de BFM Business. C'est vrai que l'innovation, finalement, aujourd'hui, elle est partout autour de nous. Pourquoi est-ce que vous avez plus précisément voulu concourir dans cette catégorie ? Eh bien, pour Le Borgne, l'innovation, c'est l'ADN de la marque et de la société. Donc, pour moi, c'était une évidence et un hommage à rendre à tous ceux et celles qui, au quotidien, font en sorte que l'on apporte en permanence des innovations sur le marché, des concepteurs produits, des marketeurs et également tous les ingénieurs qui vont mettre en musique les process industriels qui vont permettre de réaliser ces innovations, mais également toutes nos personnes qui sont en production et qui vont s'attacher à les produire et à les forger, ces fameuses innovations. Donc ce prix, c'est leur prix, c'est pour eux. Ça, c'est un joli hommage, oui, vous pouvez l'applaudir. Alors, Le Borgne, c'est aussi une longue histoire. 1829, un savoir-faire dans l'outillage, vous l'avez dit, le BTP, le jardinage aussi. L'innovation, c'est justement, finalement, aussi la possibilité de continuer à faire vivre une ETI qui fêtera bientôt ses 200 ans. Et oui, et j'espère pour encore de longues années. Parce que oui, l'innovation, selon Le Borgne, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait qu'on peut survivre aujourd'hui dans un marché qui est de plus en plus compétitif en apportant cette vision que Le Borgne a et a toujours eue de placer les besoins de l'utilisateur, et c'est pour ça que j'étais passionnée d'entendre Coralie en parler, placer les besoins de l'utilisateur au centre de ses préoccupations et en permanence apporter plus de confort à l'utilisation, plus de sécurité
Se remettre en question en permanence, finalement. Exactement. Et donc, en 2012, Le Borgne a reçu un Design Management Award pour justement cette façon de concevoir l'innovation en plaçant l'utilisateur au centre de ses préoccupations. Donc, j'espère qu'on arrive progressivement à résoudre les problèmes que nos utilisateurs peuvent rencontrer, que ce soit dans l'univers du BTP ou dans l'univers du jardin. Alors Florence, on est entre nous. J'imagine qu'il y a d'autres innovations qui sont en cours. Je ne vais pas tout vous raconter, non, bien mais sûr. Quand même, secret. Écoutez, depuis que je dirige cette entreprise, ce qui me frappe le plus, c'est de voir la fréquence et la régularité avec laquelle des sociétés, des conducteurs de travaux vont nous contacter pour nous exposer les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et en espérant qu'on va y apporter des solutions. Et donc, on a développé pour la SARP des produits que vous avez montrés. Tiens, d'ailleurs, il est là. Ce fameux lève-plaque qui permet de travailler en toute sécurité pour lever des plaques et des grilles d'égout. On a également été contacté par la SNCF pour résoudre un problème très sécuritaire lors de la maintenance des rails. Et on vient de sortir un produit qui répond à ces attentes, un enfonce-cheville. Voilà, donc je pense que l'innovation, c'est aussi aller à la rencontre des utilisateurs pour pouvoir observer comment ils travaillent et leurs difficultés au quotidien et apporter des réponses. Ça répond effectivement à ce que vous disiez, Exactement. Coralie. Donc, je vois que ETI ou start-up, finalement, les préoccupations se rejoignent ce soir. Je vais vous laisser remettre peut-être le trophée à Florence Hauck. C'est Grand Prix de l'innovation. Donc, Merci. Merci. Un grand plaisir. merci, mesdames. Merci à toutes les deux. Je vous laisse évidemment regagner le public du plateau de BFM Business ce soir. Et nous allons bien sûr poursuivre la soirée et découvrir ensemble le 3e prix. C'est celui du Made in France. Et pour attribuer ce prix du Made in France, eh bien, je vais demander à Sylvie Bernard-Grandjean, CFO de Redex et membre du METI, de bien vouloir me rejoindre sur scène. Bonsoir. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. On est ravis de vous avoir à nos côtés. Non, évidemment, le métier, forcément à nos côtés ce soir. Aujourd'hui, finalement, tout le monde a envie de faire du Made in France. Il faut savoir faire le distinguo peut-être entre ceux qui affichent des valeurs et des couleurs et puis ceux qui le font vraiment, qui produisent réellement sur notre territoire. Alors, réjouissons-nous. Avant tout, réjouissons-nous que ce Made in France suscite un intérêt aussi important sur ces dernières années. Réjouissons-nous parce que derrière ce label Made in France, c'est avant tout des hommes, des femmes, des salariés, des chefs d'entreprise qui s'engagent, qui travaillent, qui sont ancrés dans leur territoire et qui développent leur territoire. Donc réjouissons-nous que ce Made in France soit haut en couleur ces dernières années. Et j'ai vu tout à l'heure sur la veste de Baptiste Rébier de Fermob ce petit coq bleu, qui est un des marqueurs évidemment de se fabriquer en France. Ce prix Made in France, il est aussi peut-être finalement l'illustration de la résilience de nos entreprises qui ont su garder l'outil industriel ici et parfois ne pas céder aux sirènes de la délocalisation. Alors, vous avez effectivement tout à fait raison. Une ETI, c'est avant tout une entreprise qui est ancrée dans son territoire et qui a des valeurs de long terme. Vous l'avez mentionné en début d'intervention. Et cette façon d'aborder le business fait que vous regardez les choses totalement différemment en termes de stratégie. Alors, il faut quand même qu'on soit très conscient que les crises que nous avons traversées et la crise énergétique que nous allons traverser risque d'avoir un impact très important sur de grands nombres d'entreprises. Il ne faudrait pas que ce soit le Made in France qui en pâtisse. Mais ça veut dire qu'il faut aussi savoir rester solide sur ses appuis et les appuis de l'économie française, c'est aussi les ETI. Oui, les ETI, ce sont les entreprises qui ont été le plus créatrices d'emplois pendant la crise du Covid. Et c'est le Made in France, c'est vraiment la solution
pour traverser les défis qui nous font face, la transition énergétique, notre souveraineté économique et puis notre responsabilité sociétale. Aujourd'hui, c'est un vrai plus d'afficher les couleurs du Made in France, y compris quand on veut exporter, quand on dit on produit dans l'Hexagone. C'est un gage de fiabilité finalement, de qualité aussi. La marque France est reconnue partout dans le monde. Alors le luxe, bien sûr, c'est un des secteurs les plus porteurs, mais il n'y a pas que le luxe ou la cosmétique. Un tiers des exportations françaises sont assurées par des ETI. Et les 3/4 d'entre elles sont présentes à l'international. Alors je vais juste prendre l'exemple de mon groupe, où l'international a démarré 1 an après la création de l'entreprise, et nous faisons à l'heure actuelle 90% de notre chiffre hors de la France. Et nous ne sommes pas dans le luxe, puisque nous sommes dans la sidérurgie et la métallurgie. Donc nous avons de belles entreprises un peu partout sur le territoire. Exactement. Et qui, on le disait dès le départ, sont bien souvent un peu trop discrètes. Alors, est-ce que nous ouvrons cette enveloppe, Sylvie ? Nous ouvrons. Bon. Alors, dans la catégorie prix Made in France, c'est le groupe Néret qui a été sélectionné. Et c'est Bruno Néret, directeur général du groupe éponyme, qui va venir recevoir le prix. On va le laisser nous rejoindre. Et je vous laisse, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'activité de Néret Group, découvrir qui ils sont et ce qu'ils font. Fondé en 1987, Néret Group construit des machines d'assemblage et de contrôle de petits composants. Des appareils utilisés aussi bien dans les secteurs de l'automobile que dans l'énergie. Afin d'améliorer la cadence et la fiabilité de ces outils, l'entreprise familiale innove constamment. Elle a ainsi mis au point une technologie unique au monde de soudure à ultrasons qui permet d'assembler plus de 600 pièces par minute. 95% de sa production est conçue et fabriquée dans ces 2 usines françaises. Mais ce chantre du Made in France, qui emploie aujourd'hui 278 collaborateurs, a su exporter son savoir-faire à l'international. Plus de 65% des machines Néret sont vendues aujourd'hui dans 25 pays différents. Bonsoir Bruno Néret. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Plus de la moitié de vos machines sont exportées dans 25 pays. On a vu ça, c'est quand même époustouflant. Mais c'est ici, chez nous, qu'elles sont fabriquées. On en parlait à l'instant, c'est un gage de qualité, une maîtrise du savoir-faire qui fait justement la différence quand on va sur les marchés à l'international. Alors, nous les fabriquons, mais surtout nous les concevons. C'est-à-dire qu'on les conçoit de A à Z, ce sont des machines spéciales. On les imagine ici. Et uniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un produit, le client vient avec un produit, on doit imaginer les process pour assembler ces produits. Donc aujourd'hui, on est reconnu pour notre fort contenu technologique. On a des grands clients qui, bien sûr, sont satisfaits de nos machines pour leur fiabilité, leur performance. Et donc, du coup, on est référencé et c'est pour ça qu'on peut s'exporter. On a des produits de référence, même en France. C'est-à-dire qu'on fait la machine d'assemblage pour le BIC 4 couleurs, mais aussi on peut faire des machines pour des disjoncteurs, des relais de sécurité, des passes à linge aussi, mais en même temps... Oui, tout un tas de machines qu'on n'imaginerait pas, mais vous êtes derrière. On connaît le produit, on ne sait pas comment il a été assemblé, mais c'est souvent par vous. Et puis souvent, ça va tellement vite dans nos cadences qu'on ne voit même pas comment ça s'assemble. Il y a un petit peu de magie de l'automate. La magie de l'automate, je vais retenir ça. C'est un engagement, j'imagine aussi, de produire en France aujourd'hui. Quand on voit la difficulté à se fournir en matières premières, l'explosion des prix, ou au contraire, vous vous dites c'est la solution si on veut continuer demain à avoir finalement une industrie digne de ce nom. Alors, de notre côté, on n'est pas très impacté par les matières premières. On est impacté surtout par les produits électroniques, comme les automates. Mais nous, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vend surtout des heures d'ingéniosité. Et donc, en fait, il faut savoir qu'en France, on a quand même une formation, une éducation qui a fort contenu technique
Et donc, on trouve des talents en France. Et c'est pour ça, et on les trouve sur notre sol. C'est pour ça qu'en fait, on n'a pas envie de déménager. On est très bien en France et on produit. Et la France est reconnue, madame disait, pour ce qui concerne les produits de luxe, la cosmétique. Mais en fait, il faut savoir aussi que la France technologique aussi rayonne. Vous existez depuis 1987. Qu'est-ce qui fait la longévité d'une ETI et la force de votre groupe? Je parlais tout à l'heure de résilience. Alors bien sûr, on pérennise les savoir-faire, on standardise un certain nombre de briques technologiques qui permettent de les assembler pour pouvoir faire une machine. Mais en même temps, on accepte les challenges difficiles. C'est-à-dire que tout ce qui est petit, tout ce qui va vite, tout ce qui a besoin d'efficience, en fait, on va vers ces machines-là, on les fabrique ici en France. C'est ça notre accepter des challenges, c'est ça qui permet de durer. C'est un bel exemple, Très bel exemple. Effectivement, très bel exemple d'entreprise de taille intermédiaire avec un vrai savoir-faire, des marchés de niche et une vraie reconnaissance dans le métier. Et c'est la force souvent des ETI d'être reconnus comme étant le luxe dans chacune de leurs dimensions. On a de la chance en France d'avoir ces très belles entreprises. Je vous laisse peut-être remettre le trophée à Néré Group et à Bruno Néré. Troisième trophée de la soirée. Ce trophée du Made in France. Merci à tous les deux. Je vous laisse évidemment regagner le public et nous allons passer tout de suite, si vous le voulez bien, à, et oui déjà, l'avant-dernière catégorie, à savoir le trophée de la présence à l'international. Et pour remettre ce trophée, la lauréate de l'édition 2021, Caroline Semin, directrice générale du groupe Semin. Bonsoir Caroline, je suis ravie de vous retrouver ce soir sur le plateau de BFM Business. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors effectivement, vous étiez avec nous l'année dernière et vous aviez reçu ce prix, mais vous auriez aussi pu en recevoir des tas d'autres finalement, parce que l'entreprise est familiale, vous êtes basé en Moselle depuis 1838, s'il vous plaît. Vous aviez, je crois, l'année dernière des projets de développement, notamment en Pologne. Comme on est en train de parler d'international, j'aimerais savoir où en êtes-vous ? Oui, tout à fait. Semin est une TI française familiale. Je suis très fière de pouvoir représenter la 6e génération. Et c'était une très grande fierté pour nous et pour les équipes de recevoir le prix Made in France l'année dernière. Et en effet, le projet industriel qu'on a en Pologne avance bien. On vient de signer l'achat du terrain au sud-ouest du pays pour monter une usine d'enduit et pouvoir livrer nos clients en Pologne et dans les pays voisins. Et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour remettre le prix international. Qu'est-ce que ça a changé, ce prix, l'année dernière ? J'ai vu un engouement derrière ce prix se manifester. Vous aviez posté assez vite ce prix et ce trophée. Ouais. Et j'ai vu des tonnes d'entrepreneurs réagir et vous dire « mais bravo, mais c'est tellement formidable ». Ça a été un vrai tremplin, une visibilité pour nous, une fierté pour les équipes. Et on était super contents de pouvoir relayer justement ce prix sur nos réseaux sociaux et auprès de notre communauté. Donc c'était une très grande fierté, on était vraiment très heureux. L'international, Caroline, c'est la clé aujourd'hui encore pour le développement des ETI. Vous le montrez évidemment, puisque vous avez l'ambition de devenir, je crois, le leader mondial de l'habitat intérieur. Arrêtez-moi si je me trompe. Le plan stratégique est pour 2025. C'est demain. En effet, l'international est un levier de croissance important pour nous. On a 2 leviers forts de croissance qui sont 1, l'innovation et 2, l'international. Et aujourd'hui, l'international représente 40% de notre chiffre d'affaires avec une présence dans 72 pays. Et on compte bien poursuivre et accélérer notre développement à l'international en continuant de promouvoir le savoir-faire français et la qualité French Fab à l'international. 6e génération, bravo Caroline. Alors, j'ai envie de vous demander tout de suite d'ouvrir cette enveloppe pour savoir qui vous succède cette année dans cette catégorie. Un seul gagnant, évidemment. Vous nous le dévoilez ? C'est l'entreprise Septodon. Le groupe Septodon, j'appelle Olivier Schiller, son PDG, à bien vouloir nous rejoindre sur le plateau du Grand Prix. Olivier Schiller, venez.
Et pour ceux qui ne connaissent pas encore cette ETI presque centenaire, eh bien c'est le moment de découvrir ce qu'elle fait et comment elle brille justement en dehors de nos frontières. Chaque seconde, 15 anesthésies dentaires sont réalisées avec les produits Septodont. Fondée il y a 90 ans par Annie et Nestor Schiller, l'entreprise familiale est devenue le leader mondial des produits pharmaceutiques destinés aux dentistes. La recette de Septodont, une vision de long terme qui entend valoriser l'innovation, le développement de ses collaborateurs, ainsi que des pratiques éthiques et transparentes. Présent dans plus de 150 pays, avec 1900 collaborateurs répartis sur 6 sites de production, en France, au Canada, en Inde et au Brésil, le groupe réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'international. Il reste cependant très attaché à l'Hexagone où il compte 40% de ses salariés et de ses actifs industriels. Bonsoir Olivier Schiller. Bonsoir Raphaël. Merci d'être avec nous. J'ai dit presque centenaire parce que la création, et on l'a vu, c'est 1932. Dites-moi, spécialiste de l'anesthésie dentaire, c'est un domaine où j'imagine le métier d'hier et celui d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir finalement. Comment est-ce que vous avez réussi à le faire évoluer et à vous imposer ? Effectivement, la première source de non-visite des dentistes par les patients, c'est la peur de la douleur. Donc, nous avons été amenés à faire évoluer nos produits, les services, de façon effectivement à franchir cette barrière. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plus mal aux dents quand on va chez le dentiste. L'agilité dans une entreprise comme la vôtre, c'est la clé parce qu'effectivement, il faut toujours se remettre en question. On parlait tout à l'heure du besoin initial. C'est un peu la même chose pour vous ? L'agilité, c'est quand on est confronté à des situations difficiles, hein, comme par exemple avec le Covid, 20% des cabinets dentaires étaient fermés. Enfin, ils ont fermé 20% du temps, plus exactement. Nous avons été contactés par le gouvernement canadien qui n'était pas autosuffisant pour la production de ces vaccins. Donc, il a cherché, il nous a demandé si on voulait utiliser nos compétences dans le domaine de l'injectable, puisque nous fabriquons 2 millions de cartouches injectables par jour, pour mettre nos capacités de production à la disposition du gouvernement canadien. Et il nous a aidés, il nous a subventionnés pour qu'on puisse agrandir notre usine et qu'on découvre ce nouveau secteur d'activité. On parlait d'international, évidemment, c'est votre terrain de jeu. On a vu les chiffres, ils sont impressionnants. 90% de votre chiffre d'affaires réalisé à l'extérieur de France. Comment on fait pour arriver à s'imposer en étant une pépite tricolore ? Écoutez, ça se fait année après année. Hein. Le rêve de mon père dans les années 60, c'est qu'il y ait un drapeau Septodont sur chacun des pays de la MatMonde. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, nous y sommes arrivés puisqu'on est dans plus de 150 pays. 360 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, moins de 10% en France. Et nous avons donc 1900 salariés à travers le monde. Hein, et c'est grâce à eux, d'ailleurs, que je suis ici ce soir. Hein. C'est eux, en France, comme ceux qui sont à l'étranger, qui ont réussi à se développer, à faire de l'entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons 6 centres de production, dont 4 en hors de France, au Canada, au Brésil et puis en Inde. Et nous avons vraiment une culture extrêmement, je dirais, mondiale. La plupart des ETI françaises, leur comité exécutif est français, dans une entreprise du Mittelstand en Allemagne, ce seront des Allemands. Nous, résolument, nous avons choisi d'avoir un comité exécutif international et plus de la moitié des membres de notre COMEX ne sont pas français. De la même façon, quand on s'introduit sur un nouveau marché, on a l'habitude de ne pas envoyer des expatriés, mais vraiment de prendre des salariés locaux pour vraiment être le plus proche possible de la culture de chacun des pays. Et travailler vraiment en proximité, hein, c'est aussi une des clés de la réussite. Caroline, j'aimerais votre réaction effectivement à ce que vient de dire Olivier Schiller. Je suis déjà félicitations à vous. Merci. Et les équipes, et je suis très fière de pouvoir vous remettre aujourd'hui le prix de l'international. En effet, je pense que le Made in France et la mise en avant du Made in France est clé à la fois pour la pérennisation de notre savoir-faire, puis pour l'avenir de l'économie de notre pays. Et vous en êtes un très très bel exemple. Ouais, félicitations. Merci Caroline. Je fais durer le suspense, hein, vous avez vu, mais on va vous remettre ce trophée dans quelques instants. Moi, je voudrais savoir comment vous allez écrire la suite, parce que quand on a déjà planté les drapeaux comme ça un petit peu partout, comment on peut aller encore plus loin, Olivier Schiller ? Le champ du possible est immense. Alors, nous avons fait 3 actes de développement aujourd'hui. Le premier acte, c'est de continuer à renforcer notre situation de leadership dans le pain management dans le domaine dentaire. C'est ainsi qu'on a racheté l'activité dentaire de Sanofi,
grâce au soutien, notamment au soutien de la Banque Palatine, que je remercie, qui nous a accompagnés dans cette acquisition. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, la partie pain management, la maîtrise de la douleur cabinet dentaire, ça ne représente que 5% des besoins des dentistes. Donc, on innove aussi en dehors du pain management. Par exemple, je suis un petit peu désolé parce que ça va vous évoquer peut-être des souvenirs un peu douloureux. Et si vous avez une carie profonde, si la pulpe est exposée, normalement, il faut dévitaliser la dent. Et une dent dévitalisée, c'est une dent qui va finir par casser. Oui. Eh bien, nous avons inventé un produit qui s'appelle Biodentine, qui est un produit entièrement synthétique, mais entièrement biocompatible. Et donc, la pulpe ne fait pas la différence entre la dentine naturelle et puis notre produit. Et ainsi, nous contribuons à sauver des dents. Nous avons aussi acheté une start-up. On a fait l'acquisition d'une belle start-up de Nantes, Biomédical Tissu, qui va nous permettre aussi de continuer à nous développer. Et puis le troisième axe, j'en ai parlé, c'est le domaine de l'injectable en dehors du dentaire. Bravo, en tout cas bravo. Et je vous laisse remettre le prix de l'international à Olivier Schiller pour Septodon. Merci. Merci à tous les deux, Olivier Schiller, Caroline Semard. Je vous laisse évidemment regagner le public. Et oui, et puis nous arrivons presque déjà à la fin de cette émission. On va poursuivre avec le tout dernier prix, à savoir celui de la RSE. Et pour remettre ce prix de la RSE, j'appelle à mes côtés Jean-Pierre Blanc, directeur général de Malongo. Bonsoir Jean-Pierre, on est ravis de vous avoir avec nous sur le plateau de BFM Business. Alors c'est vrai que Malongo fait partie des marques qui ont très tôt finalement su mettre la RSE dans la colonne vertébrale de leur entreprise, j'ai envie de dire. Parce que comment est-ce que vous avez eu l'intuition finalement qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a motivé? J'ai aucune intuition. Aucune intuition? Oui, parce que j'ai commencé ce travail, cette recherche il y a 30 ans, donc on ne parlait pas de RSE. Ça ne s'appelait pas comme ça, c'est vrai. Oui, voilà, on ne parlait pas de commerce équitable, on ne parlait pas d'agriculture biologique. Et j'ai eu la chance de tomber par hasard au Mexique dans une coopérative dans l'île de Tehuantepec où j'ai rencontré des Indiens zapotèques qui étaient extrêmement pauvres, extrêmement miséreux, et un prêtre qui a co-créé le label Max Havelaar de commerce équitable. Et cette rencontre m'a changé, m'a fait prendre en compte cette responsabilité que nous avons quand nous achetons des produits et que nous ne payons pas le prix et que nous ne le vendons pas à nos consommateurs avec les critères de qualité et des critères de partage. Et donc c'est à partir de cette expérience que j'ai développé, bien sûr, l'entreprise autour du commerce équitable, de l'agriculture biologique, et aussi bien de l'amont à l'aval, mais principalement en Amérique centrale, en Afrique, en Asie. Le but étant de faire de ces coopératives des coopératives autonomes où l'argent qu'on verse ruisselle directement chez les producteurs. On a des exemples, bien sûr, au Laos. On travaille également avec des institutions internationales comme l'ONU sur la lutte contre la drogue. On remplace les pieds de pavot, par exemple, en Birmanie, pour remplacer par des pieds de café, pour justement que les populations sortent de leurs contraintes. Et puis, on fait du bien à l'environnement, parce que, évidemment, ça permet l'agroforesterie, ça permet un certain nombre de choses. Vous voyez, vous avez été pionnier. Comment est-ce que vous voyez le mouvement aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de RSE. Vous l'avez mis en pratique dès le départ. La RSE, il faut la faire, il ne faut pas la dire. Je crois que c'est un peu la difficulté aujourd'hui. C'est un peu un vaste marché. C'est devenu un marché d'écriture. Voilà, on remplit des cases. On essaie de rajouter 2 lignes dans le rapport annuel. Vous voulez dire qu'il y a parfois un petit peu de ripollinage? Non, il y a une bonne volonté, et, bien sûr. Et principalement, je pense que la bonne volonté, elle est dans les ETI, parce que les ETI n'ont pas le temps de dire ce qu'elles font. Donc je pense qu'elles en font beaucoup plus que les grands groupes. Et je pense que c'est là où il faut les saluer et les appuyer. Comment est-ce que vous voyez justement les transformations d'entreprises, de politiques, de stratégies qui s'opèrent aujourd'hui?
Quel regard vous portez? Ça va dans le bon sens? Il faut les aider à faire mieux, à faire plus? Et il ne faut pas les aider. Il faut leur faire prendre conscience que c'est la responsabilité du chef d'entreprise de donner la direction à la fois, bien sûr, sociale, économique et environnementale à l'entreprise. Parce que si vous le faites, vous avez vos salariés qui sont motivés. Finalement, c'est une richesse de l'entreprise que de changer de modèle économique basé uniquement sur la croissance et le surprofit, par un profit partagé et par quelque chose qui sorte un peu de ce sentiment un peu d'inachevé qui est aujourd'hui, à mon avis, le terme RSE. J'aimerais qu'on retrouve un autre terme pour montrer ce qui est fait de beau dans ce domaine. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup d'intentions et parfois de bonnes intentions, effectivement, mais pas assez de moyens mis sur comment on opère les changements. Certaines entreprises ne savent finalement pas par où commencer. Eh bien, il faut commencer, et voilà, et puis un pas un autre. Et puis je pense qu'il ne faut pas réfléchir en fait. Et il faut dans chaque acte penser qu'en face il y a un autre, et cet autre doit prendre toute sa valeur. Et à partir du moment où on lui donne sa valeur, eh bien, je veux dire, on va améliorer les choses de toute façon, plutôt que de réfléchir comment on peut rajouter une médaille à son CV. Alors, il y a ceux qui ne savent pas par où commencer, et puis il y a ceux qui savent faire. Vous en faites partie, évidemment. Et celle qui va être récompensée ce soir également, on voit ensemble qui décroche le prix. C'est vous qui avez l'enveloppe. On va ouvrir l'enveloppe et j'ai le plaisir de vous dire que c'est la société Serfim qui est gagné. Le groupe Serfim. Et pour le représenter, je vais demander à Alexandra Mathiolon, directrice générale, de nous rejoindre sur le plateau de BFM Business. Alors, quand on travaille dans les métiers de l'environnement et des travaux publics, évidemment, on connaît Serfim, mais pour le grand public, le nom ne dit peut-être rien. Et pourtant, écoutez et regardez. Groupe indépendant et familial de travaux publics depuis 1875, Serfim accompagne aujourd'hui l'aménagement durable des territoires. De l'industrie au recyclage, en passant par l'immobilier ou les énergies renouvelables, l'organisation réunit une trentaine d'entreprises qui opèrent dans 10 branches différentes. Le groupe revendique des valeurs humaines fortes et fait une priorité de la sécurité, du bien-être et du développement de ses 2600 employés. Serfim est aussi déterminé à s'atteler aux défis environnementaux et sociétaux de notre siècle. Depuis 2020, sa directrice générale, Alexandra Mathiolon, s'attache à promouvoir l'égalité et la mixité au sein des différents métiers et le groupe se mobilise massivement autour de la décarbonation. En 2020, ces solutions de recyclage ont permis d'économiser 200 000 tonnes de CO2. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir Alexandra Mathiolon. Bonsoir, merci beaucoup pour Merci à vous d'être avec nous ce soir sur le plateau de BFM Business. Vous avez su très tôt finalement qu'il fallait opérer un tournant. Vous aviez, il me semble, arrêtez-moi si je me trompe, été parmi les premiers à aller décrocher les certifications. Pourquoi? Est-ce que vous aviez une intuition ou peut-être une conviction? Tout à fait. Et déjà, un grand merci pour ce prix aux partenaires et aussi à tous les collaborateurs et collaboratrices qui sont derrière moi, car ils sont vraiment engagés au quotidien sur ces missions et sur ces sujets. Effectivement, très tôt, Serfim a pris ce chemin à la fois dès les années 80 en créant des métiers au service de l'environnement, dès les années 90 avec les normes ISO, ce qui était rare à cette époque. Et je tiens à remercier aussi mon père, Guy Mathiolon, ici présent, qui a su être vraiment visionnaire sur ce sujet. Et pour ma part, c'était vraiment une conviction que j'ai forgée dans mes études à Londres, où j'ai vraiment réalisé l'ampleur et l'urgence du défi climatique, où j'ai eu envie de me mettre en marche, trouver des solutions à notre échelle au sein de l'entreprise familiale. Et ça s'est encore renforcé lors de la Convention des entreprises pour le climat, qui a été un vrai sursaut, où on a eu des experts, des rencontres entre pairs, des outils hyper pragmatiques qui nous ont permis en fait de travailler l'ensemble des limites planétaires, d'aller vers cette question de la régénération. Donc vraiment, pour nous, ça veut dire réparer, développer des infrastructures essentielles, un mode de vie sobre et désirable, et faire cela avec le moins de ressources, le moins d'énergie possible dans un principe de circularité. Ce que disait à l'instant Jean-Pierre Blanc, justement, fait écho à
à ce que vous êtes en train de faire au sein de votre propre groupe? Tout à fait. Je pense que l'alignement en fait, du discours est essentiel. Je crois fortement à ça. Donc, on a la chance chez Serfin d'avoir des métiers directement au service d'environnement. Donc, c'est vraiment une chance incroyable aussi. Oui, parce que quand on est dans votre cœur de métier, on a parfois, en tout cas vu du grand public, le sentiment que ce sont des notions opposées. Pas du tout. Il suffit de prendre le sujet à bras-le-corps. Alors, je ne vais pas nier, il faut être honnête, les travaux publics, ce n'est pas toujours vertueux. Par contre, chez Serfin, mon œuvre a le rôle le plus vertueux possible. Et ça veut dire à la fois limiter nos externalités négatives dans un premier temps. Donc, on expérimente notamment des chantiers bas carbone, en tout cas le plus bas carbone, en se mettant autour de la table avec toutes nos parties prenantes. Et nous avons réussi à réduire des émissions de 30% sur ces chantiers expérimentaux. Et puis, c'est aussi réduire les externalités négatives de nos clients et même d'aller plus loin en régénérant les vivants grâce à nos métiers, comme je vous le disais, qui sont soit au service de l'environnement, soit finalement au service de ces transitions. Donc, on va réparer les canalisations d'eau pour éviter les fuites, dépolluer les sols en circuit court, recycler les déchets dans un principe vertueux et puis déployer les projets photovoltaïques. Je refais écho à ce que vous disiez, c'est vraiment important de démocratiser cette prise de conscience environnementale dans tous les cas et compter ce qui compte vraiment. Alors effectivement, c'est compliqué les cases, mais avoir cette notion où on compte aussi le social, l'environnemental évidemment et le financier. 7000 chantiers, c'est ça, 460 millions de chiffre d'affaires. Vous avez 2600 collaborateurs. 5 générations qui se sont succédées à la tête de l'entreprise depuis 1875. La RSE, même si je sais, vous n'aimez pas le mot, on va essayer d'en trouver un autre, c'est ce qui va permettre justement à votre ETI peut-être de durer et de continuer à inscrire de nouvelles générations. Alors oui, je crois que c'est vraiment ça. Je pense que c'est même nos valeurs en fait, de prévention et de respect. Notre premier enjeu, c'est la prévention, la sécurité. C'est notre priorité à chaque instant et à tous les postes de l'entreprise. C'est aussi une dimension sociale très forte dans les métiers des travaux publics et de l'environnement, avec beaucoup de l'insertion, un travail sur la mixité pour adapter nos métiers. C'est aussi plus de 600 personnes issues de l'alternance dans nos effectifs. Donc c'est vraiment tout ça. Et je pense que les ETI aussi sont vraiment résilientes. Ça peut paraître un terme à la mode, mais j'y crois vraiment. On a aussi la chance chez Serfin d'être indépendant, donc d'être maître de nos choix. Ça nous permet d'avoir une taille qui finalement nous permet à la fois d'expérimenter et d'aller à l'échelle, d'être relativement proche encore de nos collaborateurs. En tout cas, on essaye. Et en tout cas, aujourd'hui, moi, je suis entourée d'une équipe incroyable qui ont des métiers qui ont vraiment du sens, qui sont concrets. Et je suis fière de voir cette industrie qui se transforme et de faire la différence. Ça s'entend, en tout cas, cette fierté. Merci. Merci. Je vous laisse remettre le prix. Le prix qui... Juste pour terminer, vous avez dit tout à l'heure en coulisses une phrase extraordinaire. Je ne sais pas mentir. Et donc, pour la RSE, c'est absolument le mot qu'il fallait dire pour la fin. Voilà. Essentiel. Je vous laisse remettre Regardez, le trophée est juste derrière vous. Je vous laisse vous mettre au centre, face à la caméra. Merci à tous les deux. Je vous laisse regagner le public, évidemment. 5 prix pour cette édition 2022 des Grands Prix des ETI. Je vais évidemment demander tout de suite à Didier Moitet de nous rejoindre. Quel palmarès, Didier. Il illustre finalement les forces de nos ETI. Une présence partout sur le territoire, vous l'aviez dit. Un actionnariat familial fort, on vient d'en avoir encore la démonstration. Une présence à l'international. Des champions discrets, un peu trop parfois, qui vont devoir peut-être se faire un peu plus connaître. C'était le but aussi d'être ensemble ce soir. Absolument, c'était ce coup de projecteur, c'était cet hommage. Vous me permettrez d'ailleurs d'insister un peu sur l'hommage à la fois des vainqueurs ce soir, quelle soirée, quelle densité, et puis tous ceux aussi qui ont concouru. Vous savez, on se disait dans le jury que c'était très compliqué. Chaque année, c'était très compliqué de décider qui était le lauréat. Alors c'est encore plus d'honneur pour ceux qui ont gagné, mais ça montre aussi toute la richesse de notre tissu industriel. La qualité de nos ETI, telle qu'on a pu encore la partager ce soir. Et puis aussi, autre chose, le point commun de ces lauréats, c'est qu'ils auraient pu être pratiquement tous être lauréats sur un autre registre. Ils sont lauréats de tous les registres. C'est ce qui fait la qualité première de ces ETI. Et c'est aussi une façon de répondre à votre question tout à l'heure.
sur l'enjeu d'avoir plus d'ETI en France demain et l'enjeu de les accompagner en nombre. Ces ETI, il faut qu'elles apprennent aussi à se montrer sous un nouveau jour. Comment est-ce qu'on peut faire? Certes, ce soir, nous sommes ensemble à la radio, à la télé, sur BFM Business. Est-ce qu'elles ont aussi un travail à faire en direction du grand public? Ou est-ce que finalement, c'est un peu vivons heureux, vivons cachés? Bon, je crois qu'il y a toutes les réalités. Certaines entreprises, comme ce soir, sont très business to business, comme on dit. D'autres, plutôt vers les consommateurs. Donc, elles gagnent à être connues du grand public. Après, c'est plutôt à nous, les partenaires de ces entreprises, d'organiser des soirées comme cette soirée, de communiquer sur leur réussite. Je parlais tout à l'heure qu'elles montrent l'exemple. Elles montrent l'exemple. Elles montrent que c'est possible de réussir. C'est possible de réussir entre générations. C'est possible de devenir, en France, aujourd'hui, leader national, leader européen, leader mondial. Et c'est en le faisant savoir, comme des émissions comme celle-ci, c'est pour ça qu'on est très fiers, très attachés à ce trophée, qu'on suscite sans doute des vocations et qu'on réunit tous les partenaires pour leur permettre de réussir. Merci beaucoup Didier Moité. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous en direct sur BFM Business et en public. Vous voyez les applaudissements des personnes qui sont avec nous aujourd'hui sur le plateau. On se dit évidemment à l'année prochaine sur BFM Business pour une nouvelle édition de ces grands prix des ETI et un nouveau palmarès. On aura probablement encore plus de candidats pour toujours ces 5 catégories. Je vous laisse dans quelques instants retrouver vos programmes. Vous serez bien sûr, comme tous les soirs, en compagnie de François Sorel pour votre rendez-vous avec Tech & Co. Je vous souhaite une bonne soirée sur BFM Business.